Alors bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plutôt axée sur la nutrition, mais voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager. Alors initialement c'était un article de blog, ce que je vais vous proposer, mais je trouvais ça plutôt sympa de vous mettre ça sous forme de vidéo. Donc voilà, je vais vous passer quelques extraits et puis on va débriefer juste derrière. The hairworm makes a break for it. Still going. That's just, ugh. But don't worry, they don't target humans. Donc voilà, je vais rester relativement anecdotique. Je vais vous passer juste un deuxième extrait et voilà, afin que vraiment vous mettiez dans le contexte et voilà, et après je vous donne des explications. Ok, donc très clairement, qu'est-ce qu'on vient de voir en vidéo? Donc cet article, pardon, je l'avais appelé à la base les parasites pour vous expliquer un petit peu le rôle d'un parasite dans l'organisme. Donc là, on pourrait se dire qu'on est tout droit à sortir d'un film de science-fiction, hein. On voit un ver sortir, voilà, je pense que vous l'avez compris, un ver qui sort finalement dans un premier cas d'un criquet et de l'autre d'une menthe religieuse. Et en fait, ce ver s'appelle le ver gordien. Donc c'est un parasite qui prend le contrôle de son hôte, un insecte, hein, comme vous l'avez vu, un criquet ou une menthe religieuse. Pour ce faire, il est avalé sous l'état larvaire directement par l'hôte quand celui-ci a besoin de boire ou tout simplement quand il ingurgite un insecte qui lui-même s'est fait infecter lors de son développement par l'eau contaminée. Donc le ver gordien, lui, il se développe dans le ventre de son hôte en absorbant la graisse de réserve. Donc chez l'humain, ce serait littéralement la graisse brune. Mais voilà, afin qu'il puisse s'extraire du corps finalement de son hôte, le parasite, lui, il a besoin d'eau qui va venir affecter le tissu, donc de l'abdomen finalement du criquet ou de la menthe religieuse pour la rendre moins rigide. Donc il communique ainsi par des neurotransmetteurs, ça peut paraître un peu bizarre, mais donc faut remettre du contexte, hein, mais le parasite communique par des neurotransmetteurs en fait qui ciblent des données au cerveau en fait, qui va préciser, en fait, qui va indiquer à l'insecte de se rapprocher d'une source d'eau et d'y plonger. Alors il y a plusieurs hypothèses par rapport au fait qu'il plonge. Alors on voit que le criquet, lui, sincèrement, balèque, hein, il saute dans l'eau et puis il se noie littéralement. Par contre, en ce qui concerne la menthe religieuse, il y a aussi des hypothèses comme quoi elle pourrait être éblouie et tomber dans l'eau. Donc voilà, en réalité, les menthes religieuses, elles ne meurent pas du fait d'être tombées dans l'eau. Généralement, en fait, elles expulsent le ver et elles remontent sur la berge. Alors, en réalité, elle ne meurt pas. Pour le criquet, c'est plus compliqué. Lui a tendance à mourir, et puis si ce n'est pas le cas, généralement, il se fait happer, hein, il se fait gober par un poisson. Du coup, je vais vous mettre une deuxième vidéo pour vous expliquer, pour aller un petit peu plus loin, et vous allez comprendre, tout va s'emboîter. Je vais donner un sens à tout ça. Donc voilà, déjà, je vous demanderai de m'excuser hein, sur la qualité des vidéos. J'ai récupéré ça sur YouTube, c'est des vieilles vidéos. Mais je voulais justement vous montrer un autre cas de parasitage. Donc vous avez déjà vu ce genre de vidéo où la souris et le rat se jettent littéralement, enfin que la souris, pardon, se jette littéralement, là c'était un rat sur son prédateur naturel, donc qui était là en l'occurrence le chat. Donc c'est un des sujets les plus étudiés par la science.
Donc vous êtes peut-être dit sur le coup que le rongeur était agressif ou que le chat était complètement con, mais en réalité il n'en est rien, hein. Ce rat, il a été infecté finalement par le fameux Toxoplasma gondii, donc qui est un parasite, hein, et qui suit finalement la même logique finalement que pour le ver gordien, parce que ce parasite lui communique avec le cerveau du coup de son hôte, le rat là en l'occurrence, et le pousse aussi quelque part au suicide. Le rat va adopter lui-même un comportement complètement irrationnel, hein, devant son prédateur naturel, qui finira finalement par le tuer. Alors parfois juste par agacement finalement, hein, même pas au fait, le chat va devenir agressif parce que le rat a un comportement complètement oppressant, voilà, limite du harcèlement quoi. Donc vous l'avez compris, tout cela donnera finalement, in fine, au félin, en tout cas, lui transmettra la toxoplasmose, hein, la fameuse maladie qui est redoutée des femmes enceintes. Et il faut comprendre dans ce cheminement que finalement le rat va donner donc la toxoplasmose au chat qui finalement va la transmettre aussi à l'humain. Et je tenais à dire aussi que finalement le rôle d'un parasite, c'est pas forcément de tuer son hôte. Tuer son hôte, on va dire que c'est un contexte, on va dire que c'est peut-être une situation collatérale. Mais le but ultime d'un parasite ou d'un virus, c'est de se propager. Voilà, c'est la pérennité en fait, hein. C'est un peu comme la loi de l'évolution, mais on en est là et c'est vraiment cet aspect qu'il faut retenir. Donc voilà, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ramène un petit peu à tout ça, donc le ver gordien ou la toxoplasmose. Eh bien, tout simplement parce qu'on va aborder la question des compulsions alimentaires et notamment celle du sucre. Donc, et plus particulièrement le candidat albican, enfin le rôle du candidat albican justement dans ces pulsions sucrées. Donc pour rappel un petit peu des choses, le candidat albican, lui, c'est un champignon qui est présent naturellement dans l'intestin, entre autres, hein, et dans une certaine proportion. Par contre, ça commence à devenir déconnant quand il commence à se démultiplier parce que là, il rompt l'équilibre de notre microbiote. Et à partir de ce moment-là, il devient particulièrement nocif. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il génère des levures qui sont complètement délétères pour la santé et qui induisent de gros problèmes d'infection de l'intestin, pardon, mais aussi des muqueuses en règle générale. Donc on parle de candidose, vous voyez, un peu comme la relation avec euh, Toxoplasma gondii. Mais là, en fait, on était donc on était tout à l'heure sur la toxoplasmose, et là, pour vraiment bien comprendre les choses, on parle de candidose. Donc maintenant, en parallèle, on va parler finalement du sucre et particulièrement donc des pulsions sucrées parce que il est vrai que on a une appétence naturelle, hein, pour le sucre. Alors moi, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça. D'ailleurs, je m'y suis intéressé vraiment. Je trouve que le lien avec le sucre et l'émotion, c'est juste énorme. Mais il faut savoir que le premier aliment qu'on met dans la bouche d'un bébé, en réalité, eh bien, c'est du lactose, hein. Le lait maternel contient du lactose, qui est lui-même un sucre. Donc, on a une appétence. Alors, en dehors du fait que finalement, le sucre est aussi, hein, le carburant premier du cerveau, notamment le glucose, mais je voulais quand même essayer de faire un lien, en tout cas, avec cette partie un petit peu, on va dire, ancestrale, et finalement dans la genèse de l'humain et au niveau de ses rapports avec le sucre. Donc voilà. Donc, il est vrai qu'on a des appétences, mais elles sont multifactorielles aussi. Par exemple, le stress, hein, on l'a abordé à travers le cortisol, nous pousser à aller chercher du glucose aussi. Le corps envoie des signaux de détresse, hein, finalement, quand on produit beaucoup de stress. L'anxiété, la dépression et d'autres facteurs hormonaux complexes qui peuvent finalement aboutir à des pulsions sucrées. Mais voilà, la consommation de sucre, elle affecte la composition du microbiote par lui-même. Alors pourquoi vous allez me demander? Bah, tout simplement parce que la nourriture par excellence du candidat albican, bah, c'est le sucre, hein. Donc la boucle est finalement bouclée. Vos pulsions, afin que vraiment on comprenne et qu'on donne du sens à ce que je suis en train de vous expliquer, bah, vos pulsions vous conduisent à ingérer du sucre
qui changera aussi lui-même à son tour la conformation de votre microbiote, d'accord, et qui induira toujours plus d'ingestion de sucre. Et de récentes études ont démontré le lien justement entre le candida et les pulsions sucrées, par finalement les mêmes voies, hein, je veux dire la voie des neurotransmetteurs. Donc, comme dans l'exemple du parasite hein, qu'on a pu avoir, enfin des parasites, eh bien, en fait, on voit que les champignons communiqueraient en affectant des neurotransmetteurs, donc les messagers chimiques de l'organisme, et afin aussi d'inciter le cerveau, qui est naturellement, comme je vous le disais, un gros consommateur de glucose, bah, en consommer encore davantage. Donc j'ai souvent, moi, dans mon environnement, le témoignage de personnes, souvent des femmes d'ailleurs, qui culpabilisent, enfin elles culpabilisent pardon, en me disant qu'elles sont dépossédées de leurs moyens devant leur marque de gâteau préférée. Bah, mon premier réflexe par rapport à ça, c'est de rassurer ces gens-là en les déculpabilisant parce que bah, souvent la meilleure façon de combattre un ennemi, bah, c'est déjà de l'identifier. Voilà, c'est un peu dans les grands. Enfin, je vous amène ça dans les grandes lignes, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il s'agit pas non plus ou d'aveu de faiblesse, hein, de se dire qu'on a craqué euh, par rapport à du sucre. Des fois, comme j'aime le dire, en tout cas, ce côté un peu thérapeutique de alors pas la prévention, mais en tout cas l'espèce de combat qu'on va mener justement pour diminuer les sucres rapides, bah, je fais souvent des analogies comme avec la cigarette électronique. Je ne pense pas qu'en soi soit un vrai produit, un bon produit, mais je pense que si ça peut réduire ses envies de fumer une clope, eh bien à un certain moment, on va pouvoir employer ce genre de technique. Et pour justement, on était dans l'analogie, hein, mais voilà, pour faire le biais avec l'alimentation, eh bien à un certain moment, je pense qu'il y a certains édulcorants qui vont pouvoir. Alors, il faut savoir que édulcorant, c'est un nom générique. Hein. Édulcorant, c'est juste sucré. Donc, le sucre en lui-même est un édulcorant. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que certains édulcorants vont pouvoir être employés dans la perte de poids. Alors, pas de façon systématique. On sait qu'il y a une corrélation aussi avec la résistance à l'insuline, bien que certains édulcorants n'ont pas d'impact sur la glycémie. On voit qu'il y a quand même un problème de résistance à l'insuline qui va s'installer donc sur du moyen long terme et qui aura aussi un impact, et on le voit de plus en plus hein, sur le microbiote. Donc c'est pareil, hein, c'est ce genre d'études, enfin ce genre de choses à préciser, ça met vraiment, enfin il va falloir des années avant qu'on ait vraiment des affirmations à donner. Là, on a pas mal d'hypothèses, mais voilà, ce que je dis souvent au niveau des études scientifiques, les méthodologies sont à prendre en compte. La, enfin même les études hein, sur les tissus par exemple, est-ce que ça a été fait in vivo, in vitro, enfin il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est une étude de cohorte, est-ce que c'est au contraire une étude randomisée contrôlée à double aveugle, enfin voilà. Et beaucoup de choses font que derrière, j'émets de plus en plus de doutes sur la fiabilité des études, selon le financement aussi, qui a financé ces études. C'est toujours un petit peu complexe en fait d'affirmer des choses, surtout dans l'evidence-based practice. En réalité, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Voilà, c'est très compliqué d'être dogmatique sur ce genre de questions. Néanmoins, la science avance, on apprend de plus en plus de choses. Et donc voilà, pour résumer, eh bien, nos stress par rapport à ces envies de sucre, c'est naturel. Pensez déjà à le conscientiser, ça, à vous dire, bah voilà, trop de sucre, c'est pas bon pour l'organisme, on est d'accord, mais pensez aussi, quelque part, on n'est pas toujours maître de nos décisions. J'en veux pour preuve un autre, j'en veux dire, un autre sujet, mais par exemple, prenez un mal que vous pouvez rencontrer à un certain moment, donc une douleur, typiquement un migraine ou un problème de dents, une rage de dents, et à côté de ça, une décision que vous devriez prendre à ce moment-là, c'est-à-dire une décision relativement importante, ou pas d'ailleurs, mais vous êtes dans le contexte par exemple pro, eh bien, il y a fort à parier que sous l'effet justement de la nociception, hein, cette douleur qui va venir justement vous alerter, eh bien, que vous ne soyez pas en pleine possession de vos moyens. On prend des fois des décisions justement sous l'effet dans ce contexte-là, en tout cas de la douleur, eh bien, qui serait peut-être différente, sûrement différente d'ailleurs, que si on était super détendu, super calme, no stress, avec un rythme cardiaque bas et avec un focus en fait sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, déculpabiliser,
essayez de consommer moins de sucre, ça c'est une évidence. S'il faut, prenez des édulcorants, n'en abusez pas, parce que c'est pas une fin en soi en fait de prendre des édulcorants. Il faut toujours garder dans sa tête qu'à un moment on arrêtera d'en prendre, ou en tout cas on diminuera les doses. Mais il est vrai que alors ça c'est un peu de la psychologie et c'est pas forcément mon domaine, parce que en termes de TCA, d'ailleurs c'est pas du tout mon domaine. Si vous faites une TCA, je orienterai forcément les gens, enfin des troubles de comportement alimentaire, à s'orienter plutôt vers un psychologue, parce que les gens et des professionnels qui sont formés pour ce genre de choses. Mais par contre, il faut, donc dans ce contexte-là, ce que moi je sais, c'est que il faut, d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans les cas de personnes qui seraient accro aux drogues dures, c'est de ne jamais penser, en fait, de penser sur du court terme. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez un édulcorant pour vous aider, et puis demain, on verra. Mais l'idée, c'est de pas... Parce que ça peut être frustrant. J'ai souvent ce genre de... Enfin, en tout cas, je le ressens, et j'ai ce genre de commentaires aussi. C'est des gens en fait qui se transposent pas. En fait, ma vie va être triste si je mange plus de sucre, ou ma vie va être triste si j'arrête de fumer ma clope avec mon café, en buvant mon café, pardon. C'est vrai qu'on peut le penser comme ça, et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas en fait se transposer trop loin par rapport à ce genre d'addiction. Il faut juste dire qu'on avance et qu'on va y arriver sur du long terme, mais voilà, pas trop se tracasser, se mettre la rate au courbouillon comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, en tout cas vous aura rendu service. Moi comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Mettez un pouce, commentez, faites avancer le truc, et voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, le temps est vraiment la donnée la plus précieuse au monde, que vous soyez président, milliardaire, balayeur, ce que vous voulez, ce temps-là ne se rattrape pas. Profitez de votre temps. À bientôt.